Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Commander. Comme promis, j'avais dit qu'on reviendrait très très vite sur de nouvelles deck tech. On revient, on continue la série. Après François Clou et son Karizev, après H et son Venser, aujourd'hui nous retrouvons Chakalak qui va nous présenter son petit deck de cœur, même deck considéré comme je considérerais ça comme un deck exotique même d'ailleurs. Salut Chakalak, est-ce que tu vas bien? Salut, bonjour tout le monde. Ouais, ça va pas mal et toi? Ça va super bien, je te remercie d'avoir accepté d'être venu pour qu'on parle de cette deck tech. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi au niveau de Magic? Chakalak, qui es-tu? Alors mon pseudo, c'est Chakalak. Je joue à Magic depuis quel âge? Je sais pas. J'ai commencé, Plane Shift, Apocalypse par là. Après bon, j'ai suivi Magic, j'ai eu des moments de pause et je m'y étais remis, bah, notamment avec le Duel Commander, il y a quand même déjà quelques années maintenant. Notamment en arrivant sur Lyon, bah, maintenant je suis sur Paris, mais en arrivant sur Lyon, je m'étais remis à un Duel Commander et c'est un format, voilà, que je trouve vraiment extraordinaire, ce qui permet de jouer des vieilleries complètement improbables, une liberté de building quand même assez folle. J'avais joué Barral, à l'époque où Barral était encore légal. Je jouais un Barral Control assez dégueulasse, où en gros je contrais tout ce qui passait. Les parties duraient 1 milliard d'années, j'avais la main pleine et à la fin je tuais à coups de 1-3, donc c'était pas c'était pas le deck le plus fun, mais c'était extrêmement fort. Et j'aime aussi beaucoup Gobelin. Voilà, Grenzo, Rakdos, je l'ai beaucoup joué. Est-ce que tu peux du coup nous présenter un peu ton deck et pourquoi du coup ce général t'intéresse? Qu'est-ce qui te passionne dans ce général? Qu'est-ce qui t'intrigue? SRAM, en fait, c'est un général qui a la mono blanc, qui a la particularité de piocher beaucoup, ce qui est quand même une aptitude assez rare en blanc. Et du coup, c'est un deck, c'est plutôt un deck aggro, qui se rapproche, enfin qui repose sur des bases de Winnie White, mais qui a la particularité, voilà, de partir un petit peu, de dégénérer rapidement pour faire piocher beaucoup de choses, faire des bêtes monstrueuses, ce que ne fait pas, un Isamaru, Donc tu serais plutôt sur un deck voilà. qu'on appellerait Cheerios? Alors, c'est pas exactement Cheerios au sens où c'est pas possible en DC de faire un deck purement Cheerios avec énormément d'artefacts à zéro et voilà, de vraiment partir avec un gros aspect combo et de partir en boule de neige comme ça. Mais la mécanique s'en rapproche. Disons que c'est un deck aggro quand même, la base, mais avec voilà, une possibilité de beaucoup piocher et d'avoir du coup une force voilà, de résistance et avec ta pioche, du coup, même si on te fait des removals, vu que tu t'es refait la main, tu peux reposer de nouveau du board, et cetera. Donc, ça a cette particularité-là. Mais ce n'est pas vraiment un deck combo ou comme on l'entend, c'est pas un pur Cheerios. Les 2 options possibles du deck, c'est de partir soit sur les auras, soit sur les équipements. Donc, par exemple, les 2 cartes qui illustrent le mieux ça, c'est, la Danseuse d'Esprit Corps pour les auras, qui est une 0/2 pour 2 et qui gagne +2/+2 pour chaque aura qu'il enchante et qui, à la manière de SRAM, pioche au cast de chaque aura que tu lances. Donc ça fait doublon avec SRAM et ça, voilà, ça permet de beaucoup piocher aussi et de remplacer SRAM si dégommé, ce qui arrive très, très rapidement. Et tu as le Paladin de Cuirassier qui, lui, va piocher au contraire sur les équipements qui arrivent en jeu. Donc c'est pas au cast, c'est à l'arrivée en jeu et qui permet après d'équiper gratuitement. Chaque voie comme ça, artefact ou aura a des petites cartes qui mettent en valeur ça et qui essaient d'en profiter au maximum. Donc par exemple, là aussi en aura, tu as l'armure éthérée qui donne +1/+1 et l'initiative et +1/+1 pour chaque enchantement que tu contrôles. Tu as aussi le diadème du point du jour qui est une carte très balèze qui ne peut enchanter qu'une créature déjà enchantée. Donc autant dire que, voilà, il n'y a que dans la version aura que ça peut passer. Et en général, ça écrase les combats de board parce que tu donnes +3/+3 et ni de vigilance, rien de vie. Et en général, ça suffit pour prendre vraiment l'ascendant. Et du côté des Arthos, c'est aussi des trucs sympas comme le Faucon de Rutilance, qui est une 2/2 vol pour 1 et qui te demande de bouncer un artefact quand il arrive en jeu. Mais ce qui est en fait un avantage dans SRAM, si tu joues la version avec les équipements, parce que du coup, tu poses un Arthos à 0, tu pioches, tu fais le Faucon, tu vas reposer, repiocher, etc. Donc voilà, chaque voie a des petits avantages comme ça. Moi, personnellement, je joue plutôt la version aura parce que, je trouve qu'il y a une immédiateté dans l'aura. Tu payes 1, ton truc il est équipé, tu as pas besoin de dépenser encore du mana après. Je trouve que le format est tellement rapide en ce moment que tu as pas le temps de payer des coûts d'équipement, pour profiter de tes artefacts, quoi. Il faut que ça soit vraiment immédiat. Après l'inconvénient, c'est que les auras par nature, c'est des cartes assez médiocres. C'est-à-dire que, si tu prends un removal sur ta bête enchantée, forcément l'adversaire il fait du 2 pour 1. Il s'est débarrassé à la fois de ton aura et de ta bête avec un seul remove. Et SRAM est censé compenser ça avec sa pioche justement, vu que ton aura normalement elle t'a fait piocher au moins 1. En général, tu compenses comme ça,
Est-ce que c'est un deck qui perf beaucoup? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès avec SRAM, justement? Je l'ai ramené à plusieurs apps et en général, je fais, je crois qu'à chaque fois, j'ai fait 4-3, 4 victoires, 3 défaites. Et une fois, j'ai dû faire 5-2. Et là, j'avais fini 11e cette fois-là. Enfin, je crois que c'était 11e, enfin, dans le top 16 en tout cas, c'est sûr. Et j'avais perdu la dernière ronde contre un proche qui m'avait top decké qui était au top deck et qui avait top decké son cratère Behemoth. Alors j'avais le létal sur la table, j'étais un petit peu déçu. Le top 8 m'avait filé sous le nez comme ça. Du coup, si on va sur les tournois, on peut te retrouver jouant quel deck en général? Plutôt SRAM, du coup? Alors en ce moment, je joue SRAM, je joue aussi Girouda et je joue aussi, en ce moment, je joue Nargo Rograk parce que pour moi, c'est un des decks les plus forts du moment. Mais bon, voilà, ça va pas forcément durer, mais en tout cas, j'espère. Toi, tu joues la version plutôt Aura, comme tu disais, parce que c'est plus Plutôt Aura, agressif ouais. en ce moment. Oui, pour moi, la version Aura est un petit peu plus rapide au sens où tu as pas à payer les coûts d'équipement. Hmm. Et surtout, je trouve qu'il n'y a pas tant d'Arthos que ça, enfin d'équipements valables que ça. Je trouve qu'on en fait assez vite le tour. Même si Wizard en imprime régulièrement et qu'il y a souvent des petites nouveautés envisageables, comme récemment il y a eu le Commander's Plate. Mais là, pareil, c'est 3 équipés sur le général, c'est quand même assez lourd. Et sinon, dans le registre des Arthos, des équipements gratos à 0, je trouve que la plupart du temps, ils font vraiment rien. Et si c'est vraiment juste les caster juste pour piocher, on remplit trop son deck de vide, en fait, je trouve. Et que si SRAM n'est pas sur la table et qu'on pioche ça, c'est une catastrophe. Dans les Arthos gratuits, je me suis vraiment limité à Sidus, qui au moins donne plus 1 en force. Et je trouve que ça, on reste quand même un deck aggro, donc tous ceux qui donnent juste plus 0, plus 3, qui gonflent juste l'endurance, je trouve que c'est un petit peu hors sujet, c'est pas forcément très intéressant. Les équipements peu chers sont assez limités, mais j'ai préféré privilégier les auras et avec voilà, une sélection des meilleurs équipements qui se résume pour moi à Sidos, la récente voile volante d'Avre Falaise, qui, pareil, un petit équipement qui paye pas de mine. Pour ça donne le vol c'est un équipement, mais qui s'équipe gratuitement quand elle arrive en jeu, et ça donne le vol à la créature équipée. Ça, c'est exactement ce qu'on cherche dans SRAM, donner un moyen d'évasion pour pas cher, qui peut ensuite évidemment se reporter sur une autre bête en rééquipe. Sinon, on a tous les petits équipements qui sont valables, qui sont déjà des classiques et qui sont valables par eux-mêmes, même en dehors de SRAM, c'est-à-dire le Syndos, qui est une carte très solide dans les decks aggro en Duel Commander, je trouve, qui donne juste plus 2, plus 0, et qui coûte 1, qui s'équipe pour 1. C'est la simplicité même, mais c'est vraiment très efficace. Ça rend la moindre 1-1 beaucoup plus menaçante tout de suite. On a le pince-crâne qui est évidemment un grand classique, qui est d'autant meilleur que ça fonctionne sur SRAM, enfin, que ça fonctionne sur les généraux quand ils meurent de fil en vernet. On a bien sûr la jambière d'éclair, la gîte du Mesawa, le coptère de contrebandier qui est aussi un classique et qui est infâme parce que SRAM pioche également sur les véhicules. Bon, c'est le seul véhicule qu'on joue. Bon, il y en a quelques-uns qui sont éventuellement envisageables, mais celui-ci est vraiment très très au-dessus de la mêlée. Donc voilà, ça permet de recycler, de taper avec le vol, de garder une présence sur le board, même après une brasse. C'est vraiment très solide. Et enfin, un classique du deck, qui est vraiment une de mes cartes fétiches, c'est le Mortar Pod, qui est une carte improbable, une arme vivante pour 2. Donc on a une 0-1 qui peut se sacrifier pour coller 1 à une cible. Donc c'est un petit blast en gros, un petit blast dans SRAM. Et ça permet de tuer les petits elfes, toutes les petites bêtes gênantes. Voire en fin de game, ça peut s'équiper un peu sur tout notre board pour mettre les 3-4 derniers points directement dans la tête de l'adversaire. Voilà, c'est pas rare d'achever des adversaires qui sont un peu bas en point de vie sur un Mortar Pod général. Du côté des auras, bon, on va regarder les meilleurs, les plus emblématiques du deck. Donc il y a bien sûr l'armure éthérée, qui donne plus 1 pour chaque enchantement, et l'initiative, un gros classique du deck. Donc on a Ombre de Yen qui donne l'armure totémique, plus 1 et l'initiative, donc là aussi très solide. On a le All-Star qui est la rune de garde scintillante, donc une vieille aura qui date de Tempête, et qui donne la protection contre une couleur de notre choix. Et surtout, pour 1 mana, elle se boon sans main, ce qui est très utile avec SRAM bien sûr, puisqu'on peut après le recaster pour 2 nouveaux piochés.
Et la protection contre la couleur de notre choix, c'est aussi très précieux. On joue comme ça beaucoup de quelques auras de protection. Comme ça, nos cartes de protection synergisent avec le général au sens où elles restent dans le plan de jeu. C'est pas des cartes mortes, on peut les caster activement, piocher dessus. Donc on joue comme ça les cartes des auras de protection comme Masque de la loi et de la grâce, Bouclier du devoir et de la raison. Et du coup, oui, il faut faire gaffe, il faut pas lui donner blanc, parce que sinon, pas toutes tes auras partent au cimetière, du coup. Voilà, exactement. Alors la plupart des auras, elles ont été wordées dans le Gazera, ou il faut rectifier, pour que l'aura elle-même ne fasse pas tomber, ne se fasse pas tomber elle-même si tu dis blanc. Mais oui, effectivement, le pro blanc, c'est vraiment la seule qu'on ne va pas donner en général. On a aussi quelques petites cartes avec le flash qui réservent des surprises à l'adversaire. Dans les meilleures, on a dans les récentes aussi Haunting Ice, qui est donc une aura, un removal et un aura, et qui nous fait piocher, donc c'est absolument tout ce qu'on veut. On a Sentinel's Eyes qui donne la vigilance et +1 et qui se rejoue là aussi du grave avec l'échappée. Donc ça aussi très utile. En fait, tous les quelques auras qui sont récursifs comme ça vont être très efficaces. Et Grave Boon, c'est pas un recast, donc tu ne repioches pas dessus, mais effectivement, revenir du cimetière et donner le vol, c'est super utile. Surtout que l'adversaire a tendance un petit peu à oublier ce que tu as dans ton grave. C'est pas rare qu'il oublie que tu puisses donner le vol à ton gros bœuf et à passer par-dessus les défenses. Et sinon, en fonction du méta, on peut éventuellement jouer quelques pacifismes, on va dire, quelques pacifismes-like, comme Désir selon Kirtar, Faire Algide. Voilà, des pacifismes pour 1 qui servent à prendre le contrôle du board, à pas mourir sur les decks vraiment beaucoup plus aggro que nous. Ça, c'est à ajuster selon la méta à laquelle on s'attend. Sinon, on a aussi des classiques comme Mutation de Sombracier, qui permettent de gérer des généraux, j'allais dire définitivement, en tout cas durablement. On a donc le Diadème du point du jour, qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, qui est un classique des auras, et le Manteau d'esprit qui permet de passer à travers les boards bien fournis. Et enfin, une aura que le deck que j'affectionne particulièrement, même si c'est pareil, là aussi une carte assez improbable, qui est Fouet Lame, une aura pour 2 qui donne juste l'initiative, mais qui peut se jouer gratuitement en engageant une bête. Donc c'est l'équivalent d'un équipement gratuit, quoi. Ça te donne juste l'initiative, donc c'est pas énorme, mais le fait de pouvoir faire juste des fois SRAM tour 2, l'engager pour donner l'initiative à la bête qu'on a joué au tour 1, et piocher une carte au passage, c'est pas mal. Et du coup, tu joues Voilà. quasiment toutes les auras très bien, parce que je vois que tu as beaucoup d'auras qui coûtent 1 pour maximiser Ouais, justement le fait que ça coûte pas très cher et que de pouvoir piocher et rejouer le plus de trucs dans le même tour, quoi, du coup. voilà, voilà, c'est ça, voilà, exactement. Donc le but, c'est de pouvoir jouer le plus quand tout se passe bien, que le SRAM a passé un tour, mettons, c'est de pouvoir jouer le plus d'auras possible, de pouvoir enchaîner, entre guillemets, si tu pioches d'autres auras, voilà. Donc c'est pour ça que les auras 1 sont vraiment celles à privilégier, même si elles apportent des bonus parfois négligeables, tu vois, mais juste la dernière qui vient de paraître, c'est-à-dire le courage des valeureux, elle donne par exemple juste +1/+1, et si la bête quitte le jeu, tu mets un vol en jeu. Donc ouais, le bonus, c'est pas monstrueux, tu vois, juste tu donnes +1/+1, c'est pas énorme. Mm. Mais c'est quand même ces auras-là qu'on cherche parce que ça donne, voilà, tu peux les enchaîner, tu peux les jouer, tu peux les enchaîner les unes après les autres pour un coût assez modique et tout en piochant. Donc c'est ce que tu veux et à terme, ça te fait quand même une bonne bête tout en te remplissant la main. Dans les auras récentes, on a aussi eu All That Glitters qui donne +1/+1 pour chaque aura, chaque enchantement et chaque artefact que tu contrôles. Donc là aussi, là c'est pas dans la finesse. Donc voilà, et pour équiper ces auras, en gros, si je veux caricaturer un petit peu, parce que c'est pas exactement ça, mais le deck se compose en gros un tiers de land, un tiers d'aura équipement et un tiers de créatures à équiper. Voilà, c'est à peu près l'équilibre à maintenir. Dans des versions précédentes, je jouais un peu moins de créatures, je jouais moins de créatures et beaucoup plus d'enchantements, pas d'aura et d'équipements. Mais ça pouvait faire des sorties plus spectaculaires, mais ça pouvait aussi être plus fragile si tu prends un contre ou un removal au mauvais moment et que tu n'as pas la protection en main. Ça pouvait plus facilement mal se passer, en fait. Alors qu'avec un bon ratio de créatures, tu n'as pas besoin de reposer tout ton plan de jeu sur SRAM. Et en gros, tu peux t'en sortir même si SRAM meurt direct et que tu n'as pas pu en profiter. Comme tu l'as dit, le format est beaucoup plus rapide en ce moment, donc il vaut effectivement mieux avoir des bêtes qui grossissent très très vite plutôt que de prendre son temps et de poser plusieurs bêtes qui se pumperont un petit peu moins qu'une grosse et qui pourraient
justement avoir un beaucoup plus d'impact très très vite et du coup te faire gagner la game beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est ça. Du côté des créatures, la sélection des créatures, bon, c'est un peu variable, mais bon, voilà, contrairement à Isamaru, on n'a pas notre tour 1 garanti. Donc, on est obligé de jouer pas mal de tours 1. Moi, j'en joue dans les 14. Ça peut varier d'un ou deux, dans un sens ou dans l'autre, selon ce que j'attends. Donc, on joue bien sûr toutes les petites bêtes de protection, c'est-à-dire les mères des runes, la Giver of Runes, le garde du corps bienveillant, le garde du corps intrépide, et aussi tout simplement des cogneurs bêtes et méchants comme Isamaru et le golem à peau de glace. Ce sont juste des 2-2 pour 1 et sont assez efficaces. On a aussi l'inspectrice de Traben qui fait un petit peu de value et qui gonfle le nombre d'artefacts si on a des cartes qui jouent là-dessus. On a une petite carte improbable aussi qui est un peu emblématique du deck qui est l'élite d'Extrelam. Alors c'est une 1-1, une 1-1 pour 1 qui date de Fléau ou Légion, qui est la provocation. Et c'est super utile parce que ça peut servir à dégommer toutes les bêtes adverses en les forçant à bloquer avec la provocation. Du côté des bêtes à 2 mana, on a la danseuse d'esprit qui est la carte emblématique, la mystique forge-pierre bien sûr qui va chercher l'équipement dont on a besoin au bon moment. L'esprit dévoué qui sert à protéger le board tout en attaquant en volant, le Dranit, et la pêcheuse Céleste Corps, qu'on voit pas souvent parce que c'est pas une carte plus géniale, mais c'est une 2-3 vol pour 2, et qui exige de bouncer un permanent à nous quand elle arrive en jeu. Donc c'est pas un vrai tour 2 la plupart du temps, puisque on va pas se bouncer un land ou une bête qu'on vient de poser au tour 1, mais ça se joue souvent tour 3 ou tour 4, pour en fait bouncer un aura ou un équipement pour de nouveau le recaster et permettre de repiocher dessus grâce à ça. Et du côté des bêtes à 3 mana, on a le classique Roi Émirant qui sert à cogner très fort avec la double initiative. Le Mentor du Monastère, qui est une carte dont mono blanc peut pas trop se servir d'habitude parce qu'il joue trop de bêtes, mais nous on a beaucoup de sorts non créatures, donc on peut très vite poser un gros board avec Mentor du Monastère qui va profiter de prouesse, etc. Donc c'est une grosse menace de late game pour nous, le Mentor du Monastère. Et dans les cartes récentes, bien sûr, dont Mono Blanc a profité, parce que je trouve que Mono Blanc, même s'il part de loin, a eu beaucoup de nouveaux ajouts intéressants sur ces 2 dernières années. On a le nouveau Skyclave Apparition, qui en gère un permanent, tout en étant une 2-2, ce qui est super utile pour nous. Voilà, sinon on a le Palace Jailer, enfin des classiques de Mono Blanc. Raidan, c'est un petit peu un test en ce moment. Je pense que c'est pas forcément. C'est une des cartes dont je suis assez incertain. Je suis pas sûr qu'elle passe le cut à terme. 2-3 vols vigilance, c'est pas mal, mais pour 3, c'est un petit peu faiblard. Mais par contre, oui, c'était plus la capacité de taxer les sorts à 4 mana ou plus pour retarder une Vrasse ou un gros Planeswalker. Voilà. Je sais pas si ça, à terme, elle va mériter sa place ou pas. Et par contre, en revanche, Alvar, God of Battle, lui, pour le coup, est très très bien dans le deck. Il donne la double init aux bêtes et aux équipés et enchantés, tout en étant 4-4. Et le côté qui se joue en équipement nous offre une polyvalence super utile pour nous, parce que ça permet de piocher sur SRAM. La petite capa qui, quand la bête équipée meurt, elle te revient en main. Donc pour le coup, Alvar offre une polyvalence qui est super utile, tout en offrant une force de frappe quand même assez énorme avec la double initiative. Donc ça, c'est un très bon ajout de Kaldheim. Bon, on a aussi le Captain Ranger Deos, qui est très efficace. Ça permet, en se sacrifiant, d'empêcher la vrasse au tour adverse. Ça va chercher aussi pas mal de petites choses à 1. Notamment la petite synergie bien connue, ça peut chercher le Stone Cold Serpent, donc coup de mana et X. Et du côté des cartes qui ne sont pas des créatures, alors qui ne sont ni des créatures, ni des auras, ni des équipements, il faut se limiter aux meilleures cartes parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour faire rentrer tout ça. On ne joue que retour au pays, absence imprévue, vague de parallaxe. Également, la manœuvre irréprochable, bien sûr. Joue aussi mantra de respect, qui permet de donner la pro contre une couleur de notre choix à toutes les bêtes sur le champ de bataille. Ce qui, bien sûr, est un classique de mono blanc déjà en règle générale, mais qui est pour nous encore plus fort parce qu'on ne ressent pas forcément le côté CDA d'exiler une carte blanche, puisque pour nous, c'est compensé très facilement par SRAM qui pioche derrière. Donc, mantra de respect, c'est vraiment une des toutes meilleures cartes du deck. Et enfin, le seul Planeswalker qui mérite sa place, selon moi, c'est Gideon Lame Noire, qui est vraiment le meilleur Planeswalker blanc, parce qu'il offre une 4-4 pour 3 qui résiste aux Vrass, tout en offrant une gestion avec son -6. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses pour 3 mana. Est-ce que tu as des choses en particulier à citer sur les terrains? Alors, vu que je joue la version Aura, j'ai besoin en fait de beaucoup de blanc. Donc, parce qu'il faut parfois enchaîner 3-4 sorts dans le tour et qui seront quasiment tous très, très blancs, quoi.
Donc le moindre terrain incolore est souvent, peut s'avérer problématique. Donc je joue beaucoup de plaines. Je joue les fetch parce que, je joue également Grange idyllique quitte à profiter de jouer beaucoup de plaines, autant jouer Grange idyllique. Le +1/+1 sur le fetch de derrière les fagots, permet de réserver aussi des petites surprises aux joueurs pas très attentifs. Et sinon, dans les landes, on a le port Richadan, bien sûr, très, très, très utile, notamment contre contrôle. Ça permet vraiment de taper le land qu'il faut au tour adverse. La frontière tectonique pour les terrains problématiques comme Glacial Chasm, Maze of It, ce genre de choses, Cabal Coffers. Une petite usine de Mishra quand même pour avoir un manland. Et enfin, le meilleur terrain peut-être dans cette version Aura, c'est Nykthos Reliquaire de Nyx. Dans ce deck, je pense que Nykthos est un peu meilleur que, enfin même bien meilleur que Serra's Sanctum, parce que Serra's Sanctum ne fait pas de mana tant qu'il n'y a pas d'enchantement en jeu. En main de départ, c'est pas forcément très bien d'avoir Serra's Sanctum, alors que Nykthos fera toujours minimum de l'incolore. Donc Nykthos, un terrain très très fort. Parfois, j'avais essayé, selon les moments, j'avais essayé d'optimiser ce côté terrain, quand Wasteland était encore légal notamment, en jouant Voyageur Allé, qui permettait d'aller chercher Nykthos, pour Rishadan, Wasteland. Bon, maintenant, Wasteland est parti. J'ai enlevé le voyageur allé aussi pour la peine. Mais si le méta redevient très contrôle, un voyageur allé, ça pourrait revenir dans la liste, par exemple. C'est quoi les match-up du deck? Le deck s'en sort bien contre quoi, par exemple, ou il a des difficultés contre quoi? Alors, le deck a tendance à s'en sort pas trop mal contre, comme je disais, voilà, les decks créatures, tout ce qui propose, que ce soit midrange ou aggro, voilà, tout ce qui propose du board, en général, on s'en sort assez bien. Je dis pas forcément que c'est des match gagnés d'avance, hein, mais on s'en sort assez bien. Contre Burn et Mono Rouge, en règle générale, on s'en sort plutôt même très bien. Entre les points de vie, les grosses bêtes, le nombre de menaces à gérer, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Là où ça se passe moins bien, c'est contre contrôle, forcément. Alors après, ça dépend un petit peu des contrôles, mais les contrôles qui mêlent un petit peu contre-sort, plus removal, plus boons, ça commence à être un petit peu complexe parce qu'il faut que SRAM reste quand même un peu sur la table, au moins un tour. Enfin, en règle générale, on joue SRAM au tour 3 et on caste une aura dans la foulée. Comme ça, on bénéficie au moins d'un effet de pioche sur l'aura qu'on a casté, puis l'adversaire tue SRAM et au tour 4, éventuellement, on repose SRAM. Et voilà, ça force l'adversaire à le gérer au moins 2 fois de suite, tout en ayant nos petites bêtes à côté posées au tour 1 et 2. Le match-up contre combo, ça dépend beaucoup des combos. Donc tout ce qui est à base d'elfes, ça se gère encore à peu près. Après, toutes les combos qui sont plus à travers des sorts ou enfin en tout cas pas des créatures, ça va déjà être plus compliqué, mais ça dépend de la vitesse de la combo. Tour 4, c'est pas rare, tour 5, c'est à peu près tout le temps. Donc les match-up combo et contrôle sont quand même plus délicats que aggro. Mais il n'y a rien d'ingagnable, quoi. Je pense que le plus catastrophique, on va dire, ce serait peut-être qui est un peu bleu-rouge. Je pense aux jumeaux Kenrit, qui à la fois voilà, proposent des contres, des boons, des spot removal. Voilà, ça c'est plus après le Kenrit bleu qui rend les bêtes 0-3. Voilà, ça par exemple, c'est un match-up assez compliqué. Mine de rien, sans vraiment le faire, c'est quand même une liste assez budget, finalement. Le deck est globalement voilà, est très budget. Mono blanc en règle générale, c'est quand même pas très cher à monter. Là, les rares cartes chères entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur des 100 balles, hein. À part les fetch, bon, mais qui sont vraiment pas indispensables, hein. T'enlèves les 4 fetch, tu mets des plaines à la place, ça passe très bien. Il y a Nykthos qui est un petit peu cher et qui est difficilement remplaçable pour le coup. Il y a Port Vishadan aussi, éventuellement. Les cartes clés ne coûtent pas vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que tu conseillerais le deck du coup à des joueurs qui veulent se mettre au Duel Commander par exemple? Je recommanderais ça aux joueurs voilà, qui veulent une approche peut-être un petit peu plus, des parties un peu plus diversifiées qu'un aggro plus simple, on va dire. Le deck est pas forcément est pas complexe à jouer, hein, mais ça propose des situations plus variées avec tous les enchants qui te font des petits effets improbables, qui surprennent l'adversaire, qui retournent des situations. Et je trouve que ça offre voilà, une diversité dans les parties que personnellement j'apprécie beaucoup. Mais oui, complètement, entre le budget qui est franchement très raisonnable, l'approche, la stratégie qui est quand même assez simple, oui, un débutant pourrait se lancer avec SRAM. Oui. Voilà, alors, globalement, c'est un deck que moi je trouve assez efficace, mais qui n'est bien sûr pas, c'est pas un deck tier 1 du tout, hein, et il faut être plus réaliste. Si on cherche vraiment la performance pure et dure, je pense qu'en mono blanc, Isamaru est assez facilement au-dessus.
en règle générale. Mais SRAM, voilà, propose un plan de jeu assez différent et ne perd pas contre les mêmes, face aux mêmes situations, quoi, disons. Et ce qui est surtout appréciable dans SRAM, c'est que ça a une capacité de résistance assez forte, vu qu'on se reconstruit la main quand même assez facilement et qu'on peut proposer des menaces, un petit peu à la chaîne, sans risque de s'essouffler après une première brasse. Un des inconvénients quand même du deck, par exemple, par rapport à Isamaru, c'est l'impossibilité de swap. Le deck entier est quand même pas mal basé sur SRAM, donc si on peut pas se permettre de swap, donc voilà, il y a ce petit point-là aussi dont il faut être conscient et dont on se prive par rapport à un autre, mono blanc aggro. Un des plaisirs du deck, c'est aussi tout simplement de proposer des énormes créatures et d'attaquer avec parfois avec des 12-12 vols, protection, contre 3 couleurs, initiative, tout ce que tu veux et j'avoue que ça fait un petit plaisir enfantin, ça me fait toujours un peu plaisir d'attaquer, voilà, avec des gros bœufs plus gros que des Emracules, quoi. Donc c'est quand même assez rigolo. J'ai l'impression que tu as fait le tour du deck. Je trouve que c'est une très jolie option pour les gens qui veulent rester sur du mono blanc et qui souhaiteraient du coup varier leur façon de gagner. Tu as très bien expliqué le principe du deck et les moyens du coup d'arriver à la victoire. C'était très bien expliqué. Je te remercie à toi d'être venu en parler sur la chaîne. Bah, écoute, oui, j'espère que ça donnera envie. Franchement, vu qu'il coûte pas grand-chose, ça peut toujours s'essayer. Il faut juste récupérer un petit peu les auras ou les équipements de crap, quoi, qui traînent dans des fonds de classeurs. Voilà, donc c'est un deck très accessible à tout point de vue. Merci encore pour cette deck tech. N'hésitez pas à faire vos retours et à poser vos questions en description de la vidéo ou directement à Chakalak. Mais d'ailleurs, Chakalak, où peut-on te trouver si on veut discuter avec toi sur le deck? Oui, pour échanger sur le deck, bah, le plus simple, oui, ça serait sans doute sur le Discord, Magic Wicket et c'est là que je suis le plus facilement, trouvable. Je traîne aussi un petit peu sur Magicville, mais moins fréquent. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle deck tech avec un nouvel invité. En attendant, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook et Twitter, venir sur notre Discord pour discuter et échanger autour du Commander avec les joueurs et les arbitres, et bien sûr nous suivre sur YouTube et Twitch pour ne rater aucun live ni les sorties de nos vidéos. Sur ce, on vous souhaite tous les deux une très bonne journée, et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Ciao!